Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous revenons sur le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Aujourd'hui, nous allons réexaminer le pas franchi par la justice, notamment pour ce qui est de la poursuite des cerveaux moteurs du génocide commis contre les Tutsis. Tout génocide a ses penseurs, en tout cas des cerveaux moteurs, des gens qui mettent en place un plan. Et bien sûr, la prochaine étape, c'est celle de l'exécution et le déni qui vient par la suite. Mais ce soir, nous allons nous focaliser principalement sur ce qui est de la traque, ou en tout cas la justice, ce qu'a fait la justice au cours de ces presque 28 ans après le génocide commis contre le Tutsi, qu'a fait la justice pour ce qui est de la poursuite des cerveaux du génocide commis contre les Tutsis. Ce soir, dans ce studio, nous sommes avec Alain Gauthier. Il est président du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir. Voilà, d'habitude, on vous rejoint par Skype depuis la France, mais ce soir, nous avons tout le plaisir d'être avec vous. Avec nous également, Maître Murangwa Faustin. Il a été avocat à Arusha, donc au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. Bonsoir, Maître. Bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Tout à l'heure, nous serons également rejoints par Jean-François Dupaquier, qui est journaliste ainsi que historien. Il a donc suivi principalement l'histoire du génocide commis contre les Tutsis et même l'histoire qui a précédé ce génocide. Et aujourd'hui, il s'intéresse à toutes les questions en rapport avec le Rwanda et principalement du génocide commis contre les Tutsis. Monsieur Alain, vous du collectif des partis civils pour le Rwanda, je disais tout à l'heure, nous sommes en train dans la, disons, 28e année depuis les génocides commis contre les Tutsis. C'est vrai, il y a eu des procès, on a eu... par exemple, Gacaca ici au Rwanda, où on a eu des gens qui ont participé au génocide, mais la communauté internationale, tout le monde revient aujourd'hui sur cette idéologie génocidaire qui a eu ses penseurs. Vous qui êtes du collectif des partis civils pour le Rwanda, qu'en est-il aujourd'hui de la situation pour ce qui est de la poursuite des cerveaux moteurs et principalement ceux-là qui sont sur le continent européen et notamment en France? Oui, alors on peut dire que pour l'instant, si vous voulez, la justice française, puisque moi je parle à propos de la justice française, cette justice-là n'a pas fait preuve de beaucoup d'intention de juger les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide perpétré contre les Tutsis, puisque en 27 ans, nous n'avons eu en France que 2 procès et qui ont condamné 3 personnes, Pascal Simbikangwa à 25 ans de prison et les bourgmestres de Kabarondo, Octavien Guinzi et Tito Barreira, à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans l'immédiat, nous attendons un procès qui a été reporté déjà à 2 reprises à cause du Covid. C'est celui de Claude Mouhaïmana qui aura lieu à partir du 22 novembre jusqu'au 17 décembre. Et puis l'an prochain, du 9 mai au 1er juillet, aura lieu un procès probablement encore plus important puisqu'il va concerner l'ex-préfet de Gikongoro, Laurent Bouti-Baruta. Mais vous voyez que le bilan est bien maigre. 3 personnes condamnées en 27 ans, alors que nous avons déposé, nous personnellement, le collectif des partis civils, une trentaine de plaintes. Beaucoup sont encore à l'instruction, certains dossiers sont clôturés, 2 sont déférés déjà devant la cour d'assises, ce sont les docteurs Sosten Monyemana et Eugène Rwamucho, mais qui ont fait appel, donc ils utilisent et ils abusent de toutes les procédures. Et puis un dernier cas, si vous voulez, qui probablement arrivera relativement rapidement, c'est celui du gendarme Philippe Magné Ategekimana de Nyanza, qui lui est en détention après avoir fui au Cameroun et on vient d'avoir connaissance de l'ordonnance de mise en accusation. Donc c'est un procès qui, dans la mesure où ce dernier est en prison, arrivera aussi rapidement. Peut-être avant de revenir à vous, Maître Faustin, vous avez été à Arusha. Peut-être la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que
il y a eu des procès, certaines personnes ont été condamnées par ce tribunal-là, mais est-ce que aujourd'hui, 28 ans après, vous vous dites, voyez-vous les choses traîner aussi en longueur aujourd'hui qu'on puisse parler de ces cerveaux du génocide, qui certains sont encore en cavale, qui certains déjà, on connaît même leur résidence, ou en tout cas, on sait les situer sur le globe. Voyez-vous un peu les choses traîner en longueur déjà à l'époque? Bon, bien sûr, parce que c'est ça la défense d'un tribunal international. Et c'est ça la différence surtout du droit pénal international. Parce que ce soit le tribunal international pour le Rwanda, que ce soit les autres tribunaux, ils n'ont pas de police, leur propre police pour pouvoir traquer et arrêter les gens soupçonnés de génocide. Ça veut dire que ces tribunaux dépendaient totalement de la coopération des États. Et comme Gauthier vient de le souligner, certains États traînent les pieds comme la France. Et les États qui traînaient les pieds, il y avait la France, il y avait la Belgique, il y avait le Congo, il y avait d'autres pays africains. Et certains pays européens, actuellement la Grande-Bretagne et les autres, et c'est ça qui a rendu, au fait, le travail du tribunal très difficile. Donc, ce n'est pas seulement en France et pas la France, mais c'est aussi les pays contre un tribunal mis en place pour les Nations Unies. Si je me rappelle bien, le cas Buchiba Ruta et le prêtre Munyeshaka ont été déférés par le TPIR devant les tribunaux français. Mais jusque-là, ça fait, je pense, une dizaine d'années que rien n'a été fait. Et je pense que tout ça, au dos des victimes qui souffrent toujours, au dos des victimes qui attendent justice encore, et beaucoup de questionnements par rapport à ce qui s'est passé, parce que le fruit de la justice, c'est pas seulement traquer, avoir quelqu'un et le condamner, mais aussi savoir ce qui s'est passé. Et je crois que, en tant que juriste, c'est que l'autre défaut a été de ne pas totalement comprendre le cheminement de ce tribunal, de comprendre aux victimes de comprendre la procédure qui s'est passée devant ce tribunal pénal international. Par exemple, les gens qui attendaient à ce qu'on nous explique comment ce génocide a été planifié, exécuté, organisé, et ils n'ont pas été satisfaits et ils ne le seront jamais. Est-ce que vous estimez que le TPIR a fait son travail et que, là c'est dans des mots très simples, le TPIR a fait son travail et qu'aujourd'hui la balle est dans le camp des pays où se trouvent ces gens-là aujourd'hui? Moi, je pense que le TPIR a fait son travail dans la limite de ses moyens. Dans la limite de ses moyens, je vais dire, dans ce que... parce que quand je parle du tribunal pénal international pour le Rwanda, je parle de son parquet. Le parquet a tout fait pour traquer ce qu'ils avaient à traquer, mais malheureusement, il tombait toujours sur le bloc des pays qui ne voulaient pas coopérer quant à ce qui concerne l'arrestation et le transfert de détenus. Le tribunal, la même chose, même s'il y a certaines déceptions au point au niveau des chambres d'appel où il y a eu des acquittements non expliqués ou qu'on ne pouvait pas comprendre, même s'il y a eu des déceptions, même au niveau du parquet où, par exemple, le cas Zigiranyirazo, où c'est le parquet qui a failli à sa mission et
que son cas est tombé sur un acquittement. Mais je dirais dans la globalité, je crois que le tribunal a fait son travail à la limite de ses moyens. Alors, Alain Gauthier, vous qui êtes en France, où se trouve un bon nombre de gens qui en tout cas, des têtes de proue, si je peux le dire ainsi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, doit-on mettre ça sur le compte d'une justice qui ne va pas de tortue, comme est le titre de notre émission, ou y a-t-il d'autres raisons qui expliquent que les choses puissent traîner en longueur, des raisons qui ne sont pas des raisons de justice? Alors, en règle générale, la justice est toujours un petit peu lente. Mais alors, quand on parle du génocide des Tutsis, évidemment, c'est un génocide qui a été perpétré à des milliers de kilomètres de la France. Mais il est vrai que dans un premier temps, il nous paraît évident que la justice française n'a pas eu les moyens de faire son travail. Et si vous voulez, si on veut empêcher que les génocidaires en France soient poursuivis, il suffisait à l'époque, effectivement, de ne pas donner à la justice les véritables moyens de poursuivre. Lorsque vous parlez des moyens, vous parlez des outils juridiques, ou vous parlez des moyens financiers. Expliquez un peu ça. Non, les moyens, quand je parle de moyens, je parle d'abord de moyens en personnel. Pendant très longtemps, il n'y a eu à Paris qu'une seule juge d'instruction. Il se trouve que très rapidement ensuite, il y a eu la rupture des relations diplomatiques suite à Bruguière, la décision de Bruguière concernant le rôle sur l'attentat. Donc, pendant des années, la justice française a marché à pas très très lent. On s'est rendu compte que d'autres juges d'instruction avaient été nommés, mais très rapidement, ils étaient déplacés et les dossiers passaient ensuite de main en main d'un juge d'instruction à l'autre. Ça se produit encore aujourd'hui. Maintenant, ce n'est que depuis 2012, c'est-à-dire depuis la création du pôle crime contre l'humanité au TGI de Paris, que les choses se sont à peu près améliorées. Maintenant, nous estimons toujours actuellement qu'il n'y a pas suffisamment de juges d'instruction, dans la mesure où ce pôle, qui au départ n'avait pratiquement à traiter que des sujets concernant le génocide des Tutsis, s'est vu attribuer aussi la poursuite des tueurs au Sierra Leone, au Libéria, à la Syrie, et maintenant tous les crimes antiterroristes. Donc, vous voyez que encore aujourd'hui, même si on peut noter une amélioration, il y a encore, je pense, beaucoup à faire. Et nous ne cessons de réclamer à nos autorités politiques plus de moyens. En particulier, ça a été tout le sens de la lettre que nous avons adressée au président Macron immédiatement après son discours ici à Kigali, au Rwanda, mémorial de Kisoudi, et à la suite à la conférence de presse. Nous avons écrit au président de la République française, il ne nous a pas répondu. Et juste avant de venir au Rwanda, il y a 15 jours, j'ai de nouveau écrit pour demander, c'est bien beau de promettre que les génocidaires qui sont en France seront poursuivis, mais quelles mesures concrètes supplémentaires vont être prises? C'est ce que nous attendons comme réponse de la part des politiques français. Et disons, quand on parle, il y a déjà certains dossiers déjà qui ont des statuts un peu particuliers en France. Difficile aujourd'hui d'amorcer des poursuites judiciaires. Si vous voulez, il y a quand même suffisamment de plaintes qui ont été déposées. Alors c'est vrai que certains dossiers, je pense bien évidemment à celui d'Agathe Kanziga, à Bialimana, qui est toujours à l'instruction. Maintenant, on ne sait pas trop où en sont les juges d'instruction. Il y a le dossier en particulier aussi de Laurent Serobouga. Il y a le dossier de militaires comme Bivouga Bagabo, comme d'autres. Il y a le dossier des médecins. Enfin, il y a tout un tas de dossiers qui, normalement, devraient être prêts à passer devant la cour d'assises. Mais pour l'instant, si vous voulez, on ne voit pas bouger beaucoup les choses. Maître Faustin, il y a eu un millier des dossiers, en tout cas des mandats d'arrêt qui ont été
qui ont été lancés contre certains responsables du génocide commis contre les Tutsis donc par le Rwanda. Et c'est vrai qu'Alain parle du cas de la France avec tout ce qu'il y a autour, donc une certaine influence de la politique sur le déroulement de la justice. Parlons un peu, revenons un peu sur le continent africain. On a eu certaines de ces personnes, on les a même identifiées dans certains pays africains. Qu'en est-il aujourd'hui des pays africains? Est-ce que le Rwanda n'a pas fait assez pour peut-être faire savoir, faire connaître aux Africains ce qui s'est passé au Rwanda et le rôle de ces gens? Bon, moi, je pense que le Rwanda a suffisamment utilisé les moyens dont ils avaient à leur disposition pour que ce soit le parquet général du Rwanda, que ce soit les ministères concernés, à savoir le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères. Et je pense que là, c'est la politique qui finalement prend le dessus sur la justice, où dans la plupart des cas, on tombe sur les gens qui disent « Ok, c'est en fait, c'est des gens qui sont recherchés parce que ils ont été défaits, ils ont perdu la guerre. Toutes ces idées, toutes ces idéologies, en fait, continuaient dans les têtes des pays africains, à savoir les pays, même les pays voisins, parce que la plupart des génocidaires qui sont identifiés le sont au Congo Kinshasa, et en Ouganda et au Congo-Brazza, et où ils jouissent encore de protection, où ils jouissent encore d'influence avec les organisations rebelles qu'ils aident ou qui s'entraident ou qui les protègent. Et je pense que c'est là où, en fait, que ce soit le tribunal, que ce soit le Rwanda, parce que le Rwanda ne peut pas traverser une frontière pour aller le chercher, pour aller chercher le génocidaire là où il est. La même chose, le tribunal pénal international ne pouvait pas aller dans un pays et à prendre quelqu'un là où il est. Mais il y a aussi d'autres pays comme l'Afrique du Sud maintenant, où que ce soit magistrat des magistrats de Nyangé qui a été identifié en Afrique du Sud et dont à un certain moment on croyait qu'il était appréhendé par la justice sud-africaine, mais qui n'a jamais été inquiété, qui n'a jamais été transféré devant le tribunal pénal international pour le Rwanda qui le cherchait. On connaît le cas du militaire qui était recherché entre le Zimbabwe, le Zimbabwe, le Swaziland et l'Afrique du Sud, mais qui n'a jamais été inquiété et qui jouissait d'une protection totale lorsqu'il vivait au Congo-Brazza. Et puis, il a traversé le Congo-Kinshasa pour aller en Zambie, puis il fait les tours. Mais le cas qu'on connaît, le cas qui interpelle beaucoup de gens, c'est le cas Kabuga, où il a fait 20 ans de cabale recherché par la justice internationale pour le Rwanda et recherché par toutes les polices du monde. Et après, le moment où il est appréhendé, les gens qui l'ont caché, ils ne sont jamais inquiétés par la justice. Quelqu'un qui est recherché par la justice et qui bénéficie d'une complicité des membres de sa famille et dont ces gens se vantent avoir tout fait pour bloquer la justice de faire son travail, qui ne sont pas inquiétés. Ça interpelle beaucoup de monde et ça vous montre en fait quel travail il faut faire.
et que le Rwanda à lui seul ne peut pas faire bouger les choses. Il faut une coopération internationale et il faut que ça soit... Mais je suis de l'avis que le Rwanda puisse soit devant pour plaider, pour justifier l'arrestation de ces suspects génocidaires. Mais le Rwanda ne peut pas à lui seul réussir ce travail. Il faut une coopération internationale. Il faut que le Conseil de sécurité qui a en 2014 signé, faire passer une résolution qui interpellait encore, parce que à la création du TPIR, la résolution interpelle le pays à coopérer avec la justice internationale pour le Rwanda. En passant, une nouvelle résolution interpella le pays à soit traquer et transférer les suspects génocidaires, mais aussi à juger sur leur territoire les génocidaires. Tout à l'heure, Alain Gauthier parlait de la France qui a... moi, je dirais même le peu que la France a fait, c'est un acte de bravoure qu'ils ont fait, parce que au moins la France a jugé 3, la Belgique a jugé certains, même si la Belgique a pris beaucoup de temps à juger les suspects génocidaires pour génocide, parce qu'il est jugé pour autre crime. Et pas le génocide des crimes contre l'humanité. Il y a l'Allemagne qui a jugé Rwabukombe, il y a la Finlande qui a jugé un, et je pense que d'autres pays devraient faire la même chose. On parle de l'Angleterre actuellement qui refuse de coopérer, de transférer les 5 suspects en disant que suspect. Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur le dossier de la Grande-Bretagne et surtout de toutes les plaintes qui ont été posées et aussi qu'une cesse de poser. On va rejoindre un tout petit peu Jean-François Dupaquier. On me dit qu'il est avec nous depuis la France. Bonsoir Jean-François Dupaquier. Bonsoir Elisabeth. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et historien. On a entendu Maître Faustin Mourango, on a aussi entendu Alain Gauthier du collectif des partis civils pour le Rwanda. Vous qui vous intéressez à l'histoire, est-ce que tous ces blocages, ça ne contribue pas déjà à un certain effacement de mémoire, déjà si on n'a pas, quand on revient dans la définition même du génocide, qui est une planification, qui est des cerveaux, n'est-ce pas un danger peut-être pour l'humanité et pour les jours à venir, pour les années à venir, si déjà des gens qui ont participé à de telles atrocités, des gens qui ont pensé, ne passent pas devant la justice? Bien sûr. Alors, les blocages, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a eu la difficulté du tribunal pénal international à engager une action claire et résolue pour enquêter. Alors, je vous rappelle que le tribunal pénal international, il a 3 acteurs principaux. Il y a le procureur, il y a le greffier en chef, et puis il y a le président du tribunal. Et on a vu que dans les premières années, après l'instauration du tribunal pénal international en novembre 1994, que ces personnes, ceux qui occupaient ces 3 postes, n'étaient pas forcément les plus compétents et les plus à même d'organiser le travail. Il a fallu attendre les années 1999-2000 pour que leur succède comme procureur général Carla Delponte, comme président du tribunal le juge Éric Moss et comme greffier Adama Dem pour que le tribunal se mette vraiment à fonctionner. Auparavant,
il y a eu un certain nombre de scandales qui ont été révélés par des rapports au Conseil de sécurité et qui montraient le très très mauvais fonctionnement du tribunal pénal international et le mauvais signe qu'il donnait à la communauté internationale. Deuxièmement, il y a eu aussi le choix de définir la temporalité des enquêtes entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 par le Conseil de sécurité à la demande, semble-t-il, de la France pour éviter qu'on puisse citer, voire incriminer les militaires français qui étaient au Rwanda avant le 1er janvier 1994, puisque les derniers sont partis vers le 15 décembre 1993. Et puis le troisième problème, ça a été, comme l'ont dit vos précédents intervenants, la coopération des États. Concernant le dossier Kabuga, ces différentes difficultés sont apparues d'abord par le manque de coopération de la France, parce que on peut difficilement comprendre que Kabuga se soit caché en région parisienne pendant une douzaine d'années sans que la police française soit capable d'enquêter. Je ne disais pas capable de le localiser, mais ait l'ordre déjà d'enquêter et de le rechercher. Ça n'aurait pris que quelques mois si la volonté politique avait été là. Et puis deuxièmement, alors pour parler du cas Kabuga, le fait que les enquêtes dans les premières années qui ont suivi le génocide ont été, il faut quand même le dire, assez mal faites, et notamment sur le problème de l'organisation de la conspiration du génocide. On sait qu'autour de la CASU, un certain nombre d'acteurs fonctionnaient de façon verbale. Ils n'ont pas laissé de traces écrites, mais ce fonctionnement verbal aurait pu être documenté à chaud, si l'on peut dire, si les enquêteurs du TPIR avaient interrogé, par exemple, le petit personnel domestique de la résidence présidentielle, des chauffeurs, des gardes du corps, des secrétaires, etc., ils auraient pu obtenir dans les premières années, parce que le génocide était encore brûlant en quelque sorte, ils auraient pu obtenir des informations. Faute de ces informations, aujourd'hui, Félicien Kabuga n'est pas poursuivi pour distribution de machettes, alors qu'on sait qu'il a importé des quantités énormes de machettes avant le génocide, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que ces machettes sont devenues. Donc, personne n'a été interrogé pour savoir comment ces machettes ont été distribuées. On se doute qu'elles ne sont pas restées dans les stocks, qu'elles ont été distribuées en 1994. Donc, vous voyez que ces problèmes qui ont été, on va dire, en quelque sorte, les tares du début du fonctionnement du tribunal pénal international ont des conséquences jusqu'aujourd'hui dans les actes d'accusation. Et bien sûr, on ne peut pas oublier cet aspect des difficultés. Il y a quelque chose de très important que Jean-François Dupaquier vient d'évoquer. Il parle du petit personnel au niveau de la présidence, peut-être autour des membres de la CASU. Peut-être là, c'est pratiquement des témoignages dont il fait mention. Le CPCR et vous, principalement Alain Gauthier, vous avez toujours dénoncé le fait que les années passent. Il y aura un sérieux problème d'avoir des témoignages à charge contre ces génocidaires. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous du CPCR, vous faites pour que certains témoins qui acceptent de parler, certains témoignages puissent être, par exemple, collectés pour servir un jour ou l'autre au niveau de la justice? Alors, si vous voulez, bon, nous arrivons il y a 2 heures de Bicécéro avec mon épouse, puisque le procès de Claude Moaïmana va avoir lieu dans moins de 2 mois. Et on se rend compte que, par exemple, certains témoins n'ont pas du tout été interrogés. Tout à l'heure, en rentrant, nous nous sommes arrêtés au bord de la route. Et nous avions sous la main, qui se sont présentés, 2 témoins, mais 2 témoins oculaires, mais qui jamais n'ont été ni identifiés par les juges, ni évidemment interrogés. Donc, si vous voulez, nous, au sein du CPCR, nous faisons porter nos efforts lorsque les instructions ne sont pas encore clôturées sur la recherche de ces témoins, qu'ils soient des témoins
tueurs ou des rescapés. Mais lorsque les affaires sont clôturées, nous n'avons plus tellement les moyens d'intervenir, puisque ce sont les juges d'instruction ont fait connaître leur ordonnance de mise en accusation et ils ont prononcé parfois des non-lieux. Dans ce dossier en particulier de Claude Mouaïmana, il y a un non-lieu qui a été prononcé et qui nous fait mal au ventre, je dirais, mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de nous y opposer. Et lorsque ces non-lieux ont été prononcés, nous n'avions pas les moyens de faire appel, parce qu'il y a des témoins que nous n'avions pas rencontrés. Or, aujourd'hui, nous rencontrons des témoins qui auraient peut-être pu éviter que ce non-lieu soit prononcé. Alors, nous verrons au cours du procès ce que nous pourrons faire par rapport à ces non-lieux. En tout cas, nous, au sein du collectif, nous continuons à nourrir des dossiers, des plaintes qui ont été déposées. Nous avons déposé il y a 15 jours une nouvelle plainte contre un homme politique ici du MRND. Pour l'instant, je ne peux pas donner son nom dans la mesure où la plainte est très récente, mais une plainte a été déposée. Et pas plus tard que ce matin, nous avons commencé à enquêter dans un nouveau dossier qui, j'espère, pourra aller à son terme. Mais vous imaginez bien que 27 ans après, nous nous heurtons à la difficulté qui est claire, c'est-à-dire que les témoins, beaucoup de témoins ont disparu, la mémoire des gens, et ça se comprend comme la nôtre, est parfois défaillante. D'autres témoins, puisque la réconciliation a été prônée, le pardon a été demandé, qui ne souhaitent plus témoigner. Donc, pour nous, il est clair que nous avons perdu beaucoup de temps et que le temps perdu dans ce domaine-là ne se rattrapera jamais. On aura beau mettre en place tous les efforts qu'on voudra, le temps joue en faveur des bourreaux. Jean-François Dupaquier, je reviens à vous et j'interroge l'historien, votre parti d'historien. Est-ce que ce qu'Alain vient de dire, c'est quand même grave pour ce qui est du travail de mémoire? Ce que Alain vient de dire est malheureusement tout à fait exact. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Les enquêtes du tribunal pénal international qui n'ont pas été faites en 1994, 95, 96, 97, 98 sont presque entièrement perdues. On ne peut pas les refaire. Il y a des personnes qui, aujourd'hui, ne diront plus la vérité, qui ne se souviendront plus, qui sont décédées, qu'on ne retrouvera pas, etc. Et tout ce travail qui était indispensable n'ayant pas été fait, eh bien, ça a des conséquences judiciaires et même des conséquences sociales considérables. C'est vraiment très, très, très dommage. Et il faut bien le dire, dans les premières années, le tribunal pénal international pour le Rwanda a fait preuve d'une incroyable incompétence. Maître Faustin Murangwa, il y a eu le travail du TPIR, mais également on va revenir un tout petit peu sur le terrain ici au Rwanda. On vient de l'évoquer, le travail qui a été fait au niveau de la justice. Il y a également des tribunaux comme les tribunaux Gacaca qui ont fait leurs preuves. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes profitent de cette situation? Moi, je dirais que pas de la défense des enquêtes. Parce que je vais revenir sur ce que Dupaquier disait. Malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que, en fait, au début du TPIR, le TPIR a employé une police judiciaire qui normalement qui avait l'habitude d'enquêter sur des crimes qui venaient de se commettre. Or, le génocide venait juste, non seulement c'est un crime organisé, mais c'était un crime qui venait de faire 2 mois et 2 mois qui s'était passé, en plus des gens qui ne maîtrisaient pas le terrain, qui étaient assistés par des interprètes rwandais qui avaient soit une position ou une autre à prendre. Et c'était difficile, une fois collectées ces informations, les ramener au procureur pour qu'il puisse en faire, préparer un acte d'accusation et puis le présenter devant le juge. Et le procureur se sont rendus
sur le terrain pour finalement faire leurs enquêtes et puis préparer des actes d'accusation et puis les présenter devant le juge. Et ce travail double, et ça laisse toujours des failles. Et pas seulement des failles, mais il y a aussi la procédure devant le TPI qui n'était pas aussi la moindre. Parce que cette procédure, ce n'est pas comme notre procédure qu'on utilise ici au Rwanda, qui est utilisée en France ou ailleurs. Parce que c'est une procédure qui demande des standards de très haut niveau. Par exemple, pour retenir l'acte de planification, parce que l'acte de planification n'est pas dans la procédure devant le TPI, que ce soit dans les statuts du TPI, que ce soit dans les règlements, n'est pas retenu comme un élément du crime dont on parle, puisqu'on parle là du génocide, parce que ce qui est retenu comme élément du crime, c'est entente, envie de commettre le génocide. Ce n'est pas la planification qui est prise comme... dont je dirais qu'on manque, cette finesse de qualifier, par exemple, le fait d'organiser ce qu'on appelait la défense civile, de le qualifier comme un acte de planification. Parce que le fait... Tu ne peux pas venir me dire qu'en organisant la défense civile au Rwanda, qu'il n'y avait pas de plan d'exterminer les Tutsis. Qu'en organisant les listes de ceux qui devraient être tués, que ce n'était pas un acte de planification. Tu ne peux pas venir me dire qu'en organisant que certains voisins vont tuer leurs voisins et ne pas quelqu'un qui vient d'une colline pour aller tuer sur une autre colline, mais distribuer les armes, comme le disait Dipakié tout à l'heure, ceux qui ont acheté des machettes, ceux qui ont distribué les armes, ceux qui ont organisé des réunions, les organisations qui s'organisaient sur des endroits très spécifiques comme à Butare où il y avait une organisation pour faciliter, pour un peu organiser, faciliter les actes de génocide à Butare. Tu ne peux pas me dire que tout ça ne devrait pas être retenu comme un acte de planification du génocide devant le TPIR, parce que dans le Gacaca, ça a été retenu ainsi. Devant les tribunaux classiques au Rwanda, ça a été retenu ainsi, parce que la procédure est facilitée, mais aussi les gens que ce soit le procureur qui a enquêté, que ce soit les juges qui collectaient ces informations, le comprenaient facilement, ce qui n'était pas le cas devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. J'aimerais bien peut-être te poser la question. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Le TPIR a été mis sur pied, disons, grâce aux efforts de la communauté internationale. Là, je parle des Nations Unies, carrément. Mais on avait déjà un précédent. Nous étions dans le plus jamais, ou du never again, comme on dit. Alain Gauthier, est-ce que la lourdeur dont on parle ici de la justice, même au niveau de la justice internationale, sachant les moyens qui sont ceux des Nations Unies, c'est aussi parce que c'est le génocide commis contre les Tutsis de ce petit Rwanda perdu au cœur de l'Afrique. Parce que c'est vraiment quelque chose au début qui avait de l'intérêt pour ces grands du monde. C'est-à-dire que vous le savez bien, le génocide des Tutsis a été, je dirais, pratiquement occulté pendant longtemps. Les médias internationaux ne se sont intéressés au génocide que lorsque les tueurs ont passé la frontière à la fin du mois de juin. On a mis très longtemps à reconnaître, à prononcer le mot de génocide. On sait pourquoi. Les Américains, parce qu'ils avaient essuyé des revers en Somalie. Personne ne voulait prononcer le mot de génocide parce que ça impliquait une intervention obligatoire de la communauté internationale. Il y a une certaine responsabilité. Donc, ils ont été presque amorphes devant... Bien sûr, dans ce cas-là, on peut parler d'une immense responsabilité de la communauté internationale. Et concernant la France,
Vous savez qu'on a publié le rapport Duclerc, qui a été suivi du rapport Muse. La France, dans ce rapport-là, est accusée de responsabilité accablante. Mais le mot complicité n'a jamais voulu être prononcé. Or, pour nous, qui dit complicité accablante, dit responsabilité accablante, pardon, dit responsable. Donc, des responsables qui sont intervenus pour aider les génocidaires, je ne vois pas quel autre mot qu'on peut utiliser comme complice. Alors, c'est vrai que le petit Rwanda, perdu au milieu de l'Afrique, n'avait pas beaucoup d'intérêt pour tous les pays de la communauté internationale. Maintenant, ce génocide a été perpétré et il faut absolument que justice soit rendue parce que les familles des victimes demandent cette justice. Et il n'y aura que la justice qui permettra, je pense, de reconstruire véritablement ce pays que nous voulons aider à reconstruire. Et nous, par la justice, eh bien, nous apportons notre petite pierre à cette reconstruction du pays, bon, tout en ayant bien conscience que nous ne sommes pas grand-chose dans cette immensité internationale. Jean-François Dupaquier, c'est très important là-dessus. Il y a le contexte que vous avez évoqué de l'époque, et Maître Morango également a fait mention du contexte de l'époque, mais depuis lors les choses ont évolué. Est-ce que l'évolution qu'on a eue par la suite, ça a été d'une certaine satisfaction pour vous? Est-ce que les choses ont finalement décollé ou les choses ont-elles produit les résultats que vous escomptiez? Alors en partie, bien sûr, on ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Je vais néanmoins revenir un tout petit peu en arrière pour vous raconter mon expérience personnelle comme témoin expert dans le procès des médias. J'avais été contacté par le procureur adjoint, le malgache Rakoto Manana, dès 1996, mais il a fallu 4 ans de négociations infructueuses pour que enfin Carla Delponte décide d'accorder un contrat à Jean-Pierre Chrétien, à Marcel Cabanda, à Joseph Garambé, à moi-même, pour engager une expertise. Je dis bien 4 ans. Et donc pendant ces 4 ans, j'ai fréquenté les enquêteurs du tribunal pénal international. En 1996, je me suis aperçu qu'ils ignoraient, c'est-à-dire 2 ans après la création du TPIR, ils ignoraient que tout fonctionnaire rwandais avait un dossier administratif dans sa dernière administration. Par exemple, c'est moi qui ai dû apprendre aux gens du TPIR, aux enquêteurs, que Ferdinand Naïmana avait un dossier à l'université de Butare puisque c'était sa dernière affectation. Donc, on voit bien cette incapacité à comprendre la réalité rwandaise qui a duré des années, et je suis persuadé qu'une partie des accusés, on n'a même pas pensé à demander leur dossier administratif. Le deuxième problème, il faut appeler les choses par leur nom, c'est le racisme. Il ne suffisait pas que les enquêteurs, les magistrats, les procureurs adjoints, etc., ne soient pas tous disons, des white anglo-saxons, des WASP, pour que ce racisme n'existe pas. Ce racisme, il a pollué la communauté internationale, il a pollué le Conseil de sécurité, il a en quelque sorte corrodé la volonté internationale de faire justice pour le Rwanda. Et ce racisme, il existe toujours, même s'il est moins prégnant qu'il a été à une certaine époque. Alors maintenant, il nous reste un dernier procès devant la justice internationale, c'est celui de Félicien Kabuga. Nous saurons, paraît-il, le 6 octobre, la date de ce procès, s'il a bien lieu l'an prochain, ce qu'on espère, puisque l'accusé est en très mauvaise santé, et on espère qu'il sera jugé. Et on espère aussi que lors de ce procès, on parlera de l'incrimination d'entente en vue de commettre le génocide, puisque c'est l'absence de jugement pour entente en vue de commettre le génocide qui nourrit jusqu'aujourd'hui l'idéologie négationniste dans le monde entier. Ça cause un très lourd préjudice au Rwanda et puis à toutes les personnes qui ont soif de justice et qui ont soif de reconnaissance des faits. Et donc, il y a encore des combats à mener, et je crois que le procès de Félicien Kabuga devant ce qu'on appelle le mécanisme, c'est-à-dire le mécanisme résiduel qui représente aujourd'hui les restes du tribunal pénal international, ce mécanisme sera capable de réhabiliter la justice pénale internationale en menant un procès exemplaire
vis-à-vis de Félicien Kabuga. Maître Faustin Mourangwa, très important de citer ce mécanisme résiduel. Vous qui avez, comme Jean-François Dupaquier, le vécu avec le TPIR, est-ce que vous pensez que le mécanisme résiduel aujourd'hui a les moyens de pouvoir, par exemple, entamer ce dossier avec une certaine expérience, avec un certain vécu, peut-être faire mieux les choses que ce n'a été à Arusha, par exemple? Bon, je suis au moins optimiste que ça se passe ainsi, parce que c'est ce qu'on souhaite. Mais il n'empêche qu'on a des déceptions, parce qu'on a eu une déception dans le cas Bagosora. J'ai lu l'article de Linda Melvin qui essayait de prendre, comme une historienne, de prendre ce qui a été retenu contre Bagosora pour qualifier d'organisation du génocide, le qualifier de planification du génocide, dont ressort ce que Dupaquier disait tout à l'heure, d'entente en vue de commettre le génocide. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, si on ne parvient pas à franchir cette étape et puis ressortir la vraie responsabilité de ceux qui ont été à la tête de planifier, d'exécuter, d'organiser ces génocides, il y aura toujours des négationnistes, il y aura toujours des questionnements. Et pour moi, il y aura toujours des questionnements, surtout au niveau des victimes, pour se demander ce qui s'est passé. Et je crois que c'est ça le travail qu'attend le mécanisme. Et c'est ça le travail généralement de la justice qu'attendent les victimes. Et je pense que le mécanisme doit être à la hauteur. Et la justice, en général, doit être à la hauteur aussi de répondre à ces questionnements, que ce soit de la communauté internationale, parce que le crime de génocide, c'est un crime commis contre toute la communauté internationale. Toute la communauté internationale a des questionnements par rapport à ce qui s'est passé, et je crois que c'est à la justice de leur répondre en sortant des jugements vraiment clairs, puisque le procès Bagosora et le procès militaire, c'était une déception. Tout à l'heure, j'ai évoqué quelque chose de très important, comparaison n'est pas raison. Alain Gauthier, 1945, en tout cas les années 40, ça rappelle l'histoire triste du génocide des Juifs. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on a eu très récemment des procès contre des nazis? Est-ce que, peu importe le temps, on peut espérer que déjà la justice sera rendue? Oui, effectivement, on a eu ces dernières années le procès d'un nazi, un gardien de camp, qu'on a traîné devant le tribunal en fauteuil roulant ou je ne sais plus. Bien sûr que le crime de génocide est imprescriptible. Et c'est vrai que tant que vivront des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au crime de génocide, tant qu'elles vivront, elles seront susceptibles d'être débusquées et d'être jugées. Mais il faut bien savoir que, et je m'appuie là sur le cas en France, parmi les plaintes que nous avons déposées, 2 d'entre eux sont déjà décédés. Claver Kamana, il y a quelques années, et en juin dernier, Michel Bakosa-Kundi. Donc, d'autres personnes sont âgées. Laurent Seloubouga est âgé et paraît-il pas en très bonne santé. Manasseh Bigwenzare de Kiziguro est lui aussi âgé. Donc, nous, ce que nous craignons, c'est que plus le temps passe, plus certaines personnes que nous avons déjà déférées devant la justice ne soient en fait jamais jugées. Alors, bien sûr, eh bien, nous jugerons, je dirais, les moyens que nous avons nous permettront de faire juger, mais nous savons très bien qu'un bon nombre d'entre eux, qui sont, je parle pour la France, qui sont actuellement sur le sol français, ne seront jamais jugés. Regardez, là, il y a 2 semaines, Isaac Kamali
contre lequel nous avions déposé une plainte en 2009, a seulement été mis en examen. Ce qui veut dire qu'il a fallu plus de 10 ans, 12 ans, 12 ans presque. 12 ans pour que, enfin, on le mette en examen. Mais l'affaire n'est pas terminée. Il va falloir encore des années pour que l'instruction soit clôturée. Et puis, s'il est déféré devant la cour d'assises, il va faire appel. S'il perd un appel, il va aller en cassation. C'est un système judiciaire qui favorise quand même les bourreaux. Mais bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. Et tout le travail qu'on pourra faire à notre petit niveau, eh bien, nous essaierons de le faire, mais nous avons bien conscience que beaucoup de personnes qui ont trouvé refuge en France, eh bien, ne seront jamais jugées. Jean-François Dupaquier a une notion, quelque chose de très important. Vous avez évoqué le rapport Duclercq qui a parlé du tribunal de l'histoire. Est-ce que, par exemple, des gens qui ne sont pas déférés devant la justice, on peut dire que l'histoire, peut-être s'en occuperont? Bien sûr. La justice et l'histoire, on va dire que ce sont presque deux sœurs, mais elles ne sont pas jumelles. L'histoire va chercher, va piocher un petit peu dans la documentation judiciaire de quoi améliorer la connaissance, de quoi poursuivre une vérité. Mais la justice, c'est autre chose. Donc, même si la justice ne fait pas correctement son travail, je pense que l'histoire, pour les gens qui sont, disons, de bonne foi, l'histoire est connue maintenant. On sait très bien que ce génocide est le résultat d'une conspiration, même si la justice ne l'a pas dit, l'histoire l'a dit. D'ailleurs, il n'existe pas de génocide sans organisation, sans préparation, financement, mobilisation de personnes, véhicules, armes, etc., etc. Donc, il ne faut pas non plus penser que si la justice a été insuffisante, l'histoire ne fera pas son travail. Et le rapport Duclercq l'a montré, même en France, même dans un pays où les gouvernants se sont montrés souvent si hostiles au travail de justice concernant le génocide des Tutsis du Rwanda, eh bien, les historiens, eux, ils font leur travail et la vérité est là. Donc, celui qui veut la connaître, eh bien, il a les moyens de la voir. Il y a quelque chose qui est en train de monter en puissance au dernier temps, cette théorie-là de double génocide qui s'accompagne bien entendu avec l'idéologie génocidaire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse à un certain moment faire, disons, mal déjà à ce travail de mémoire? Déjà si on évoque la théorie de double génocide, n'est-ce pas pour, par exemple, dévaloriser le génocide des Tutsis? Oui, la théorie du double génocide, elle se fonde sur le terreau du racisme, pour essayer d'inciter les opinions publiques occidentales à penser que tout ça est une sorte de jeu à somme nulle, on a tué d'un côté, on a tué de l'autre, il faut oublier, c'était les thèmes déjà de la sauvagerie africaine qu'on voyait dans une mauvaise presse des années 1994 dans le monde occidental. Ça fait mal, mais bon, ça n'a pas franchement de prise sur le réel. Ça n'est qu'un des aspects du négationnisme, même si ce sont des éléments de langage particulièrement vicieux et habiles. Je pense qu'on ne peut pas se laisser, disons, impressionner par cette façon de présenter les choses. Est-ce que cette théorie du double génocide n'est-ce pas une entrave au travail que vous faites déjà? Ce n'est pas un autre front qui s'est ouvert et qui risque d'empêcher déjà le travail que vous faites? Non, mais comme le dit Jean-François, cette théorie-là, elle est ancienne. Et c'est vrai que nous ne devons pas nous laisser impressionner par tous ceux qui la défendent. Elle est ancienne, mais elle s'enracine davantage, malheureusement. Oui. Pas forcément, vous savez, depuis quand même que des procès ont eu lieu en France, moi j'ai quand même le sentiment que ces personnes-là ont quand même mis un bémol. On n'entend plus beaucoup réagir maintenant les amis des génocidaires. Moi je les trouve très discrets. L'annonce des prochains procès, par exemple, ne déclenche pas véritablement de réaction. Moi, j'ai l'impression que les génocidaires qui sont en France commencent à essayer de se faire oublier.
Alors, cette thèse du double génocide, je pense qu'on n'arrivera pas à l'étrangler, elle sera toujours là, mais il faut savoir qu'elle existe, elle a été, je dirais, un petit peu même officielle en France, mais elle ne doit pas nous empêcher de continuer le combat pour la justice. Voilà, merci beaucoup à vous tous et surtout à mes invités de la soirée. Grand merci à vous, Jean-François Dupaquier. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et historien. Vous nous rejoignez depuis la France. Merci beaucoup. Merci. Grand merci également à Alain Gauthier qui est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Merci Alain. Et également au maître Faustin Mourangwa, qui est ancien avocat donc, au TPIR. Grand merci à vous, maître. Merci aussi. Et surtout, merci à toute l'équipe qui m'a réalisé, qui m'a permis de vous atteindre chez vous. Et grand merci aux fidèles téléspectateurs de Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos. En attendant, prenez soin de vous.